Bonjour, on va changer de sujet. C'est pas très loin, il y a des choses en commun. Euh, on va parler directement cloud. Là, on voyait une partie qui aujourd'hui est énormément utilisée dans le cloud, qui est l'analyse des logs, effectivement, et la partie monitoring. Moi, je vais couvrir un petit peu plus d'autres aspects autour du cloud. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'HP fait dans ce domaine-là. Donc, je m'appelle Bruno Cornec, je travaille dans un solution center basé à Grenoble. Notre rôle est de recevoir des clients, de faire des présentations techniques autour de différents domaines, cloud, big data, ce qu'on appelle software defined infrastructure d'une manière générale, euh, et puis des spécificités comme le NFV, Network Function Virtualization. Moi, au sein du Solution Center, je m'occupe de tout ce qui a trait à l'open source et à Linux. Donc je suis dans ce secteur-là depuis un peu plus de 22 ans maintenant. Et j'interviens, je suis project lead sur certains outils comme disaster recovery, du packaging. Et puis j'interviens sur un certain nombre de domaines comme animer la track cloud de cet événement hier. Euh, voilà. Et donc pour HP, je m'occupe aussi pas mal des interactions avec l'équipe cloud que l'on a dans notre Solution Center, sachant que je vous apprendrai rien en vous disant que le secteur IT évolue de manière extrêmement rapide. On est passé d'un environnement où on gérait une quantité de données raisonnable sur des machines en centrale complètement contrôlées. On a commencé à éclater les relations entre les consommateurs d'informations et les producteurs d'informations dans des architectures client-serveur, dans des architectures client-serveur étendues autour d'un réseau global qui est l'Internet. Et aujourd'hui, on va vers une utilisation massive de technologies telles que le cloud, les social media, le big data, les informations mobiles, l'Internet of Things. Et on voit qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui ne sont même pas mentionnés sur ce slide-là, mais des acteurs du type Airbnb, qui ont ou les Uber, qui sont des acteurs qui aujourd'hui ne possèdent plus rien à part quelques serveurs, un peu d'intelligence et la capacité d'utiliser des données et des possessions qui ne leur appartiennent pas pour vendre du service autour de ça. On est en train de voir une évolution encore du secteur informatique assez importante dans ces domaines-là. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie cloud pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que l'on fait. On utilisera le terme Hélion un peu globalement. Le terme Hélion, c'est la marque qu'utilise HP pour désigner tout ce qui est relatif aux services cloud que l'on met en œuvre, aussi bien les produits que les services que les hébergements. Quelle est la vision d'HP au niveau du cloud? C'est de dire, bon, le cloud c'est très intéressant et on va détailler pourquoi c'est intéressant. Ça procure un certain nombre de services faciles pour les clients. On peut s'appuyer sur des environnements mixtes, et on l'a dans la conférence précédente, on le mentionnait. Vous voulez certainement savoir où sont gérées vos données, comment sont gérées vos données, quelle est la sécurité associée à vos données. Donc vous avez en général, en tant que client, une utilisation mixte du cloud, une utilisation interne, privée, une utilisation externe pour des données qui sont moins sensibles ou pour pouvoir étendre votre capacité de calcul à un périmètre externe qui va être géré par un fournisseur de services dans un cloud public. Sachant que vous aussi, en tant que client, vous n'avez pas que le cloud dont vous devez vous préoccuper. Vous avez ce qu'on appelle une architecture informatique hybride. Vous avez des choses qui existent depuis un certain nombre d'années, qui fonctionnent, que vous n'avez pas nécessairement envie de remettre en cause. Donc il faut que dans votre environnement, ce que l'on va apporter comme système, comme solution, comme logiciel, puisse se rattacher à des couches existantes et pas nécessairement remettre en cause ce qui existe et qui fonctionne bien. Et ça aura une importance quand on va parler de développement d'applications. Donc aujourd'hui, si on se regarde, qu'est-ce qui se passe sur le côté cloud? HP a choisi de dire on va développer autour d'OpenStack une brique de base sur laquelle on va s'appuyer pour fournir tous les services d'infrastructure liés au cloud que l'on veut pouvoir considérer. Aussi bien le public cloud, même si aujourd'hui on a décidé d'arrêter, nous, cette offre-là, mais on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui travaillent dans le secteur cloud public en utilisant de l'OpenStack. Nous, on va se focaliser sur cette partie ici. Donc fournir des solutions à base d'OpenStack pour du cloud privé que vous pouvez héberger chez vous, pour du cloud infogéré qui soit hébergé chez vous, opéré par quelqu'un d'autre, soit hébergé chez nous, opéré par nous,
pour votre compte. Et sur cet environnement-là, le but est de pouvoir fournir tous les services applicatifs dont vous avez besoin. Pourquoi on utilise cette plateforme OpenStack commune? C'est une plateforme ouverte, c'est du logiciel libre, c'est du logiciel qui standardise en fait des interfaces publiques pour pouvoir dialoguer avec une infrastructure. Ça, c'est extrêmement important, on y reviendra dans une ou deux slides. C'est un environnement que l'on sécurise, ce qui n'est pas nécessairement, en particulier à l'origine, le cas du projet OpenStack, il n'y avait pas vraiment de groupe de travail axé sur la sécurité. C'est quelque chose qu'on a pas mal poussé parce que c'est une problématique aujourd'hui qui est fondamentale. On a besoin que tous les dialogues, par exemple, entre tous les composants d'OpenStack se fassent en HTTPS avec des certificats et qu'ils soient sécurisés, ce qui était, encore une fois, pas quelque chose que l'on avait dans les premières versions de produits. Donc aujourd'hui, on a pas mal travaillé pour la sécurité, je dirais, directe informatique, l'encryption des données. On a aussi pas mal travaillé sur la disponibilité des données et le rendu haute disponibilité de l'infrastructure. Et puis, bon, le but du cloud, c'est de fournir de l'agilité, de fournir des ressources informatiques à la demande des utilisateurs. Petit rappel de terminologie tel qu'on le conçoit. Aujourd'hui, quand vous voulez déployer un environnement applicatif dans une entreprise, ce qu'on appelle l'informatique traditionnelle s'occupe de la totalité de la mise en œuvre des services. C'est-à-dire que vous déployez l'infrastructure matérielle, vous déployez éventuellement, si vous en avez besoin, des couches de virtualisation, des systèmes d'exploitation, des couches intermédiaires de logiciels, de services, type base de données, middleware Java, gestion de queue, etc. Et puis au-dessus, vous avez vos données, vos applicatifs que vous venez installer. Et votre service informatique s'occupe de la totalité de ça. Quand on va aller vers un système infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va déléguer plus ou moins la gestion d'un certain nombre des couches à un acteur externe. Acteur externe qu'on appelle cloud vendor. Le cloud vendor peut très bien être votre service informatique organisé dans un mode cloud ou un partenaire externe auquel vous faites confiance pour infogérer vos données. Donc l'infrastructure as a service, c'est décaler les couches basses de votre infrastructure, donc toute l'infrastructure matérielle plus en général les couches de virtualisation, déléguer ça à un opérateur. Quand vous achetez une VM chez Amazon, vous ne savez pas sur quel serveur ça tourne, dans quel switch ça passe, quel bed stockage ils utilisent, quel hyperviseur ils utilisent, mais par contre vous avez votre VM dans laquelle vous pouvez prendre votre OS, installer, configurer, etc. Donc vous êtes exactement dans ce milieu-là, où vous allez maîtriser cette partie-là, et puis l'opérateur de cloud va maîtriser cette partie-là. Mais ça fonctionne aussi en interne de chez vous. Si vous déployez un OpenStack, les personnes en charge du déploiement d'OpenStack vont maîtriser cette partie basse de l'infrastructure, et puis les parties business de votre entreprise vont gérer ce qui va tourner au-dessus de votre infrastructure. Après, la notion de plateforme as a service, et personnellement j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on faisait une différence entre l'infrastructure as a service et plateforme as a service. J'ai essayé si pour vous c'est pas clair non plus, de vous le rendre plus clair. C'est de dire, il y a un certain nombre de services intermédiaires informatiques que l'on va vouloir également, dont on va vouloir se débarrasser de la maintenance. Ça ne concerne pas les gens qui développent les applicatifs. Ils veulent juste dire, moi j'ai besoin d'une base de données, moi j'ai besoin d'un service de messaging, moi j'ai besoin d'un middleware Java. Je ne veux pas savoir comment il est déployé, où il est déployé, et je veux qu'il tourne tout le temps, qu'il soit sûr, qu'il soit robuste, etc. Et donc on va confier à un service externe, aux gens qui développent la partie applicative et la gestion des données, la mise en charge et la mise en application de cet environnement-là. Donc le rôle d'une plateforme as a service, d'une solution de plateforme as a service, c'est de vous fournir au-dessus d'une infrastructure as a service, les services ici de toutes ces couches logicielles intermédiaires dont vous pouvez avoir besoin. Et puis le software as a service, c'est quand vous utilisez Google Mail, vous êtes complètement hébergé par un opérateur de cloud, et puis même l'applicatif est opéré par quelqu'un d'autre, et vous n'avez juste que les données dont vous bénéficiez, mais les données sont quand même hébergées par cet opérateur externe. Donc elles ne vous appartiennent que modérément. Donc dans ce contexte, qu'est-ce que c'est qu'OpenStack? OpenStack, ça s'intéresse à la partie infrastructure as a service, donc la deuxième colonne qu'il y avait sur la diapo précédente. Le but, donc, c'est de gérer des ressources informatiques de type compute, CPU, on va dire, réseau et stockage. De pouvoir allouer l'ensemble de ces ressources de la façon la plus dynamique possible, allouer et désallouer, de pouvoir donc créer de la part des utilisateurs finaux de l'infrastructure as a service, au travers d'un portail en général web,
de pouvoir créer, d'instancier des machines virtuelles, d'associer des réseaux, d'associer des points de stockage, de construire comme vous le voulez l'association, et puis de pouvoir l'utiliser. Alors ce qui est très important dans OpenStack, c'est que cette manière de fonctionner est gouvernée par ce qu'on appelle des API, donc des interfaces de programmation applicative qui sont standardisées au sens où le projet OpenStack publie comment, par exemple, on doit dialoguer pour créer un réseau virtuel, détruire un réseau virtuel, associer un réseau à une machine virtuelle, créer un port sur cette machine, etc. Toutes ces étapes-là, qui sont la création d'une infrastructure as a service, OpenStack vous fournit des moyens de contrôle externes, standardisés, publics, que n'importe quel autre logiciel peut s'approprier et utiliser. Donc, et au sein du projet OpenStack, c'est la seule manière de dialoguer avec la plateforme d'infrastructure as a service. Ce qui veut dire que quand on utilise l'interface web, quand on utilise vos applicatifs qui parlent avec les API, ou quand on utilise l'interface de ligne de commande que le projet OpenStack fournit, ces trois moyens d'accéder à des ressources informatiques passent toujours par les API, donc toujours par le même moyen standard d'accéder à la gestion des ressources. Alors OpenStack, c'est un projet qui évolue très très rapidement. Il y a une nouvelle release tous les 6 mois. Aujourd'hui, on est sur Liberty qui vient de sortir. La prochaine sera Mitaka en avril de l'année prochaine. Donc ça, c'est un projet qui bouge très très rapidement. Et c'est un projet qui est extrêmement facile. Ça ressemble à ça, OpenStack. Bon, ça, c'est juste un tout petit bout d'OpenStack. Aujourd'hui, ils ont une notion qui s'appelle la Big Tent, qui est d'héberger davantage de projets que ce qu'ils hébergeaient jusqu'à présent au sein de la marque OpenStack. Donc ça, c'est juste une partie, je dirais, presque minimale pour faire fonctionner une infrastructure as a service. Donc en général, quand je montre ça à mes clients, ce que je leur dis, c'est que OpenStack, non, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est sophistiqué parce qu'on cherche à résoudre des problèmes complexes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on arrive à faire un logiciel extrêmement simple et trivial pour gérer des problèmes complexes. On veut allouer des ressources complètement dynamiquement. On veut allouer des ressources de stockage sous forme de block storage avec Cinder. On veut allouer des ressources de stockage sous forme d'object storage avec Swift. On veut gérer des images de VM, c'est Glance qui s'en occupe. On veut orchestrer les VM, c'est Nova qui est le composant historiquement à la source du projet OpenStack et qui est le plus riche encore aujourd'hui en termes de sous-composants. On a un front-end web qui s'appelle Horizon. On a évidemment toute la gestion des identités, des sécurités, des services, du catalogue de services, des URL qui servent à attaquer toutes ces ressources, tous ces points d'entrée dans le système OpenStack qui est géré par Keystone. Et puis on a un certain nombre d'autres composants pour faire de l'orchestration, pour faire du bare metal deployment, pour faire du monitoring, on en parlait encore avec Monaska tout à l'heure, etc. Donc il y a énormément de projets au sein d'OpenStack, c'est quelque chose de compliqué. Et comme on l'avait hier dans la track cloud par l'un des intervenants de chez Red Hat, le point est de dire si vous ne connaissez pas bien cet environnement, ne faites pas ça tout seul parce qu'il y a fortement moyen d'aller se perdre là-dedans. Donc il y a besoin de partager de la connaissance autour de ces projets-là, d'échanger avec des personnes qui l'auraient déjà mis en service de façon à pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de bonnes pratiques. Donc nous, en tant qu'HP, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Notre intérêt, c'est de bénéficier d'une plateforme qui est déjà existante, qui a un rythme de croissance absolument phénoménal. Le projet a juste 5 ans d'existence. Aujourd'hui, il regroupe plus de 5000 développeurs. Le dernier OpenStack Summit était à peu près à ce nombre-là, même s'il y en avait eu un petit peu plus avant, mais comme il était au Japon, c'est un peu plus difficile d'y aller, donc on a eu un petit peu moins de participants cette fois-ci. Mais c'est quand même un projet qui grandit extrêmement rapidement. Mais qui ne couvre pas la totalité de ce qu'on aimerait lui voir couvrir. Donc c'est pour ça qu'on a, nous, un certain nombre d'actions dans le projet. On a par exemple mis pas mal de ressources travaillées sur la partie réseau d'OpenStack, qui est le composant qui s'appelle Neutron, parce qu'on estimait qu'il ne rendait pas les services dont on avait besoin, nous, en termes de plateforme. Et donc on a investi en termes de nombre de développeurs, de project lead au niveau du projet. On fait ça aussi sur la sécurité, comme je l'ai mentionné précédemment. On le fait ça aussi au niveau des capacités de déploiement d'un OpenStack, parce que le projet lui-même ne fournit pas, ou fournit plutôt trop de systèmes de déploiement. Donc il faut choisir un système de déploiement d'un OpenStack et gérer les mises à jour et les évolutions dans le temps de cette plateforme OpenStack. Donc ça, c'est un point sur lequel on a
investit également pas mal. Et le but, donc, c'est de fournir une distribution d'OpenStack dans la même manière que vous avez des distributions Linux. Aujourd'hui, plus personne ne prend son noyau, ses outils, se les fabrique à la main pour fabriquer sa distribution. Il n'y a quasiment que les gens qui travaillent dans l'embarqué qui fonctionnent encore comme ça. La plupart des utilisateurs dans le secteur informatique se contentent de prendre une distribution existante et de la déployer. Donc c'est pareil dans le milieu OpenStack. Vous avez vu, il y a beaucoup de composants. C'est assez complexe à agréger, à rendre commun et fonctionnel tout ensemble. Donc vous avez intérêt à travailler avec des personnes qui vont vous fournir une distribution OpenStack packagée qui va vous permettre de démarrer avec un tout cohérent et homogène et qui sera suivi dans le temps. Donc, autour de cette volonté d'avoir une base OpenStack sur la totalité de nos produits, on a développé tout un portfolio de produits. Je vais détailler certains détails pour vous montrer un petit peu, détailler les détails, oui, c'est bien, pour vous montrer un petit peu en quoi, dans quel domaine on a des apports et des points à considérer qui sont particuliers que le projet même d'origine n'avait pas nécessairement en tête quand on a commencé. Donc on se base sur des distributions d'OpenStack que l'on fournit à nos clients. Certaines étant dédiées, par exemple, on a une distribution Content Depot pour les gens qui veulent faire du stockage massif de très grosse volumétrie de fichiers. Donc on a une infrastructure autour de soit Swift, soit Ceph, qui sont des object stores, c'est-à-dire la possibilité, un object store, c'est une manière de stocker des fichiers à plat dans un environnement. L'analogie qu'on prend généralement, c'est le parking. Vous amenez votre voiture devant un parking, vous avez un gardien qui est là, il vous prend vos clés, il va garer la voiture et il vous rend un ticket. Et puis quand vous revenez, vous voulez récupérer votre voiture, vous donnez votre ticket, et puis le gardien va chercher la voiture et il vous la ramène. C'est exactement pareil avec un object store, il fonctionne sur le même principe. Vous vous amenez avec votre gros fichier, vous dites à l'object store, voilà mon fichier, il vous donne un UUID qui va vous permettre de référencer ce fichier de manière unique et sûre. Lui, il va aller le stocker, vous ne savez pas à quel étage, vous ne savez pas de quelle manière, vous ne savez pas en tant qu'utilisateur le niveau de redondance, comment il va gérer la sécurité de la donnée, mais il va la stocker pour vous. Et quand vous revenez avec votre UUID, ce que vous voulez, c'est pouvoir relire votre fichier. Donc c'est exactement le principe d'un object store. Il n'y a pas d'organisation en file system avec des arborescences, des choses comme ça. Ce n'est pas votre problème. Vous dialoguez avec l'object store en REST API. Donc vous faites put d'un fichier, get d'un fichier. C'est tout. Donc on a des clients qui sont très intéressés par stocker des très grosses volumétries de fichiers, on parle de pétabytes de données, et autour d'OpenStack, on a la possibilité de dédier la partie Object Store pour ne faire qu'un environnement qui fasse ça. On a aussi une offre Carrier Grade que je déclarerai un petit peu plus tard. On a une offre Dev Platform. Alors celle-là est extrêmement intéressante parce que tout à l'heure on a dit, donc là on parle d'OpenStack en termes de base, donc on est sur de l'infrastructure as a service, mais aujourd'hui on cherche aussi à inciter les clients à développer des applicatifs qui tirent profit d'une infrastructure scale-out telle qu'OpenStack en infrastructure as a service. Et pour ça, l'intérêt, c'est d'avoir une plateforme as a service au-dessus qui va fournir tout un tas de services informatiques intermédiaires pour les applicatifs, pour que le développeur se concentre sur écrire son applicatif et gérer ses données. Pour ça, il faut que les développeurs conçoivent des applications qu'on appelle cloud native, donc qui tiennent en compte des spécificités d'une infrastructure as a service, d'une plateforme as a service. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai besoin d'une base de données, donc j'ouvre la base de données, voilà mes credentials et je dialogue avec, et tiens, je partitionne mes tables, et tiens, je prends tel store procedure, etc. Ça va vous lier complètement avec votre fournisseur de base de données. Vous n'êtes absolument pas capable, et j'ai eu des clients très récemment encore avec qui on a discuté, de bouger de cette infrastructure-là, classique, vers une infrastructure cloud. Ça va vous lier fortement. Quand vous êtes dans une infrastructure cloud, ce que vous voulez, c'est une database as a service. Donc vous allez dialoguer avec la base de données sous forme de REST API pour pouvoir demander au service de base de données de vous donner un point d'ancrage avec la base de données, et ensuite, après, vous allez passer vos requêtes SQL avec votre base de données de manière classique, mais toute la périphérie de gestion de la base de données, c'est pas vous qui vous en occupez, vous ne savez pas où elle est stockée, vous ne savez pas comment elle fonctionne, c'est la couche plateforme as a service qui vous rend ce service-là, et qui vous donne accès à un composant de base de données avec lequel vous allez dialoguer. Donc, la manière d'écrire des applicatifs est changée. Ça a un impact sur la manière dont les développeurs doivent créer des applications que l'on va appeler cloud native, c'est-à-dire vraiment prévues pour fonctionner dans un environnement cloud. Et ça, c'est assez important aujourd'hui quand vous voulez adopter le cloud, de ne pas le voir comme une extension de la virtualisation. C'est vraiment quelque chose de différent de la virtualisation. Ça utilise la virtualisation comme technologie pour fonctionner,
Mais le but est vraiment de faire une plateforme qui puisse s'étendre très facilement, comme précédemment on en parlait avec Elasticsearch. Le but c'est de faire des clusters de machines qui vont être capables d'héberger cet applicatif-là et de grossir. Si vous avez demain un gros succès commercial avec votre applicatif et que vous voulez étendre cet applicatif, eh bien, il ne faut pas que vous soyez gêné aux entournures pour grossir. Et le but, c'est donc de vous rajouter des nœuds, vous rajouter des machines virtuelles, vous rajouter des services, des nœuds dans vos services, et le tout grossit sans que vous ayez à toucher à l'applicatif et à la manière dont vous gérez vos données. Donc ça, c'est bien si c'est conçu à l'origine comme ça. Aujourd'hui, on a un gros travail à faire au niveau des personnes qui développent les applicatifs, notamment en entreprise, et qui ont eu un gros historique, parce qu'il va falloir les aider, les accompagner dans la migration de ces applicatifs, quand ça le nécessite évidemment, pour aller vers un fonctionnement en mode cloud. Est-ce que vous faites de l'évangélisation vers les écoles? Oui. C'est le meilleur moyen de parler plus loin. Alors on est là, par exemple, alors, je peux parler que de ce que je connais là, précisément là-dessus. Donc nous, on est basé à Grenoble, on travaille avec l'NCMAG à Grenoble, et on fait des cours. On a mis en place depuis le début de l'année un système de cours pour expliquer aux étudiants qu'est-ce que c'est que le cloud, comment ça fonctionne, un peu ce que je vous fais là, mais en des modules de 15 heures. C'est des gens qui vont arriver Oui. sur le marché du travail, mais en Oui. étant déjà capables Exactement, de créer des applications cloud. tout à fait. J'ai un collègue, il est aux États-Unis, il est arrivé en France. Ses enfants, à 3-4 ans, il les a mis à École Java. École Java, donc Ouais. éducatif, faire des jeux et tout. Là, 8-10 ans, il commence déjà à utiliser ça, c'est développé actuellement. À ce point-là, non, parce que dans le système éducatif français, on n'est pas, il n'y a pas d'informatique. L'informatique, il y a des hauts et des bas. Moi, je vois quand j'étais à l'école, j'ai eu la chance d'être dans un collège test au niveau informatique, mais c'était dans les années 77. J'ai fait Mhm. l'informatique de la 5e jusqu'au bac. Ce qui est aujourd'hui même pas le cas du Non. tout de 95% des établissements. Non. Là, il y a un problème, il y a une révolution à faire au niveau Oui. du numérique, c'est clair. Et là, ça dépasse un peu notre capacité à nous. Enfin, on peut inciter, mais il faut qu'il y ait vraiment un mouvement global parce que ça doit être dans le cadre d'un programme. Alors, il y a une option pour le bac aujourd'hui de sciences du numérique qui existe pour les bacs S. Elle n'est pas présente partout et elle ne concerne qu'une fraction d'élèves chaque année. Donc oui, on a un retard à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit insister sur l'aspect programmation, comme ça avait été dit à un moment donné, ou plus sur la compréhension des systèmes numériques? C'est aussi une question à regarder. On n'a pas besoin non plus que d'avoir des programmeurs, on a aussi besoin de gens on a déjà besoin de gens, à mon avis, qui culturellement comprennent qu'est-ce que c'est que l'écosystème numérique aujourd'hui. Quels sont les tenants et les aboutissants de cet ensemble-là? Après, pour ceux qui sont les plus mordus, on peut les entraîner plus loin pour aller vers des notions de programmation et de bonnes pratiques de programmation en leur montrant tout un panel de ce qui existe. Parce qu'on parlait big data, on parle cloud, on parle, je peux parler NFV derrière, il y a tout un tas de domaines aujourd'hui, IoT, ouais. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels aujourd'hui on a besoin de développer, nous, des compétences, d'avoir des gens qu'on puisse embaucher aussi. Hein. Je veux dire, c'est tout bête, mais on fait ce travail avec l'NCMAG à Grenoble parce que notre idée, c'est quand même de dire on va former des élèves ingénieurs qui derrière vont peut-être venir en stage chez nous, puis qu'on va peut-être pouvoir garder par la suite, parce que c'est l'un des buts. Ok, donc... on a tout un tas de produits, de services, de solutions complètement intégrées. Parce que utiliser un OpenStack, vous avez vu, il y a plein de composants, etc. Donc ça se destine plutôt aux entreprises qui ont envie d'avoir un contrôle fin sur leur infrastructure cloud. De pouvoir choisir quels composants ils veulent, comment ils veulent les agencer, comment ils veulent les faire communiquer entre eux. Après, on a des versions beaucoup plus intégrées, qu'on appelle Cloud System, qui sont aussi basées sur OpenStack, mais qui s'adressent plus à des entreprises qui d'abord viennent de l'IT traditionnel, qui ont un environnement existant basé sur de la virtualisation ou basé sur du bare metal directement, et qui veulent migrer plus en douceur vers un environnement cloud sans avoir trop de perturbations. Donc ces solutions intégrées, par exemple, il y a des possibilités d'utiliser VMware dans le cadre de ces solutions intégrées beaucoup plus facilement qu'avec un OpenStack pur, pour lequel l'intégration d'un VMware est quand même beaucoup plus compliquée. Et puis on a une solution Eucalyptus qui permet de dialoguer avec Amazon. Si on a déjà des entreprises qui utilisent beaucoup les services cloud d'Amazon, on va pouvoir leur proposer un cloud privé basé sur Eucalyptus qui va leur permettre de dialoguer avec Amazon en burst, en externe au niveau de la consommation des ressources additionnelles. Alors ce que je voulais un peu détailler en termes de use case, c'est on a une équipe Professional Services en Europe qui est à peu près une soixantaine de personnes qui travaillent sur tout un tas de
mise en place de solutions OpenStack pour des clients. En France, ils sont intervenus pour un certain nombre de ministères, sur un certain nombre de banques. Je ne peux pas donner nécessairement des noms des clients, mais on a énormément de succès dans l'activité, notamment en France, de la branche cloud. Et on a beaucoup de clients qui ont fait des maquettages, des premières études d'utilisation de cloud et qui commencent à rentrer aujourd'hui en production. Et donc, quand ils sont rentrés, plus ils se rapprochaient de la production, plus au niveau du maquettage, on tombait sur des problématiques qu'il fallait les aider à résoudre. Et donc, cette équipe-là est chargée de faire jusqu'au développement complémentaires de fonctions qui pourraient manquer dans les environnements. Alors on a une première typologie de clients avec lesquels on travaille, qui sont les clients dans le secteur des télécommunications. Pour eux, OpenStack, c'est ça. C'est-à-dire c'est un tout petit bout de leur infrastructure informatique requise pour gérer un réseau télécom. Ces gens-là, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est virtualiser les fonctions réseau. Donc Virtual Network Function, ici, c'est je veux plus avoir un routeur, je veux avoir une VM qui fait routeur. Je veux pas avoir un firewall, je veux avoir une VM qui fait firewall, etc., etc. Donc toutes les fonctions cœur de réseau doivent être virtualisables et gérées, une fois qu'elles sont dans des VM, comme un élément du cloud. Donc avec la même souplesse que le cloud, je vais pouvoir les allouer, les désallouer à la demande, attacher mes ports réseau complètement de manière automatique. Donc ils ont besoin de beaucoup d'orchestration. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de directeurs, de VNF managers. Donc ça, c'est les orchestrateurs de chacune des fonctions ici réseau. Et puis au-dessus, on a un orchestrateur global qui va piloter l'ensemble de ces orchestrateurs pour pouvoir gérer la totalité du réseau. Donc on voit que ce sont des infrastructures assez complexes et on a des offres pour ces types de clients, donc qui sont les grands opérateurs telco, les France Télécom, les British Telecom, etc., qui s'appuient sur du matériel, qui ont des interfaces de virtualisation. Pour certains d'entre eux, ils veulent même avoir une version durcie des couches autour du système d'exploitation, en utilisant donc des briques qui viennent de chez WinRiver pour avoir un Linux temps réel, un hyperviseur temps réel, et une intégration des couches de type DPDK dans la stack. Donc ça veut dire que ces gens-là réécrivent des applications pour avoir une très très faible latence au niveau du dialogue entre la partie applicative, mais parce que ce sont des composants réseau. Donc au niveau des composants réseau, si on les virtualise, on a vraiment besoin d'être le plus proche possible du matériel. Donc en fait, toutes ces couches-là ont pour but d'accélérer le dialogue entre l'application qui tourne au sein de cette VM et qui est une application réseau, et puis le matériel physique qui sert à héberger réellement cette VM. Donc quand on veut faire du dialogue réseau, on a en général envie que la latence soit très faible et les couches réseau peu impactantes sur la performance globale de la solution. Autre type de choses qui a été développé, il n'y avait pas de facilité de faire du backup restore autour d'OpenStack. OpenStack ne fournissait pas de service de backup restore as a service dans les environnements. Et donc on a un ou deux clients qui ont remonté ce problème-là, et on a une personne qui est Fabrizio Fresco, qui travaille dans l'équipe européenne cloud dans la partie service, qui a développé un composant Freezer pour un client initialement, et qui a été étendu pour pouvoir devenir le backup and restore as a service de notre solution, donc on appelle Hélion, OpenStack, qui est fournie dans la version 2.0 d'Hélion OpenStack, en ajout de l'OpenStack classique, mais depuis 15 jours, ce composant Freezer maintenant fait partie de la grande tente OpenStack. C'est-à-dire qu'ils ont intégré officiellement ce composant-là comme le composant officiel de backup and restore de la solution d'OpenStack. Donc ils l'ont développé vraiment à côté du projet OpenStack en suivant les mêmes méthodologies, les mêmes approches, les mêmes outillages, les mêmes règles et la même politique de gestion de projet qui lui a permis d'intégrer le périmètre de ce qu'est aujourd'hui, de ce que l'on appelle aujourd'hui OpenStack. Donc ça, c'est le genre d'activité. On identifie avec des clients des manques dans certains domaines, et si vraiment il n'y a pas d'existant préalable, on développe quelque chose, et puis après on va essayer de le reverser à la communauté, de le pousser dans le cadre du projet OpenStack. S'il y a des existants, on va essayer de s'impliquer davantage pour tirer cette brique de telle sorte qu'elle remplisse les besoins que les clients, eux, nous remontent en parallèle. Dernier point sur lequel on est en train de travailler, donc ça c'est au niveau du Solution Center dans lequel je travaille, on a
un certain nombre de plateformes de démo. Nous, on a un data center, on a 400 serveurs, on a des baies de stockage, du réseau dans tous les sens. On a quand même un assez gros data center de démo, qui n'est pas un data center de production, et qui nous sert à faire toutes les maquettes avec nos clients. Mais on a quand même une CMDB que l'on utilise, qui s'appelle eTop. Vous avez un stand dans le salon chez Combondo, qui est l'éditeur qui travaille à développer cette CMDB open source eTop. Et cette CMDB nous permet à nous de gérer assez facilement le suivi de tout notre matériel dans notre data center. Le problème que l'on a maintenant, c'est que suivre ça à la main, ça consomme pas mal de ressources. Quand vous faites des choses à la main, vous avez des chances d'avoir des erreurs dans les informations de la CMDB par rapport à la réalité de votre data center. Donc HP a introduit récemment sur ses serveurs un standard que l'on travaille avec Dell, Emerson, Intel, qui s'appelle Redfish, dont le but est de fournir sur les cartes de management des serveurs la possibilité d'avoir une REST API. Vous allez pouvoir dialoguer avec vos serveurs et récupérer en REST API tout un tas d'informations sur votre machine. Donc notre développement en cours aujourd'hui, c'est de faire une brique que l'on pourra intégrer à OpenStack à terme. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais dont le but est de dire, moi je veux automatiser la mise dans ma CMDB des informations qui viennent des machines elles-mêmes. Je ne veux pas avoir à gérer à la main le fait que tel serveur a 2 CPU, qu'il a 4 disques, qu'il a tel type de carte réseau, etc., etc. Ce que je veux, c'est pouvoir récupérer cette information-là des machines, automatiquement, régulièrement, par du cron, par du poll, c'est pas encore nécessaire, on peut imaginer différents scénarios à ce niveau-là, de pousser ces informations-là dans ma CMDB, et également dans ma CMDB, de pouvoir avoir la possibilité de lui dire quel type de système je veux avoir sur mes serveurs concrets, et de pouvoir coupler de l'autre côté avec le composant bare metal deployment d'OpenStack qui s'appelle Ironic, qui est en charge, lui, de dire je veux déployer une machine physique et j'ai les informations au niveau d'OpenStack pour pouvoir déployer cette machine physique. Donc on veut aller récupérer les informations depuis la CMDB pour les pousser jusqu'à OpenStack pour faire un lien entre la partie cloud et la partie matérielle beaucoup plus automatisée et qu'on n'ait pas de différence entre les états que l'on voit au sein de la CMDB et ce que l'on constate réellement dans notre data center au niveau des matériels. Le dialogue, il se fait au niveau de l'IPMI? Alors justement, non, Redfish, le but c'est de remplacer IPMI. Parce que IPMI est un protocole assez pauvre quand même. Il n'est pas en reste, tout à fait. Alors il n'est pas en reste, il montre un petit peu son âge, il sait surtout faire du power management. Alors ça, Redfish saura le faire aussi, mais Redfish, il y a une notion d'inventory. C'est une couche au-dessus, c'est de la REST API, donc on est en HTTPS, on est sécurisé. On a le DMTF qui normalise cette interface, propose également une maquette logicielle. Donc on va pouvoir, pour les personnes qui n'ont pas de plateforme aujourd'hui qui est soit Redfish compliant, ils vont pouvoir télécharger cette maquette et faire tous leurs tests de simulation matérielle avec cette maquette-là avant de le faire sur des vrais serveurs. Donc nous, on travaille en parallèle parce qu'on a la chance d'avoir des firmware à jour. Donc on peut avoir c'est l'avantage quand même d'être fabricant à un moment donné. On a des firmware qui nous proposent ce protocole-là. Moi, je travaille avec la personne qui développe ça au niveau de notre business unit serveur. Donc on a la chance d'avoir accès à ces firmware-là. On peut faire des tests sur les plateformes physiques et en parallèle avec la maquette pour vérifier que notre couche logicielle, elle est à peu près, elle suit bien le standard et qu'elle se comporte correctement. Ça, c'est le type de développement que l'on fait suite à notre propre utilisation interne, mais après on a des clients avec lesquels on est en train de travailler. On a un ministère en France qui est très intéressé par cela, et donc on va sans doute le développer dans le cadre de la volonté de ce client de pouvoir le mettre en œuvre. Donc voilà, juste pour finir, si vous êtes intéressé par explorer ces choses-là, par mettre en œuvre des outillages de cette nature-là, vous n'hésitez pas à venir nous voir. L'URL du site est ici. On a donc ce Solution Center, on a des salles de réunion, on a notre data center, on a des live démos, etc. On fait des workshops, on reçoit les gens, on leur montre les équipements parce qu'on n'est pas un data center de production. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut ouvrir les portes et rentrer dans le data center, ce qui n'est pas le cas des data centers de prod d'HP qui sont sur le même site dans d'autres bâtiments. Donc on peut vous montrer du matériel réel, comment ça fonctionne, à quoi il ressemble, et puis on a toutes les capacités après de le mettre en œuvre au travers de démonstrations et surtout au travers de maquettes. C'est ça qui est notre cœur d'activité. C'est vous venez avec une problématique, on vous fait des présentations pour vous expliquer nous ce que l'on pense de votre problématique et comment on pourrait vous aider à les résoudre.
Et puis derrière, on va jusqu'à le mettre en maquette pour vous prouver que ce que l'on pense, et à nous aussi, ça va bien fonctionner et que vous n'aurez pas de soucis de performance, de mise à l'échelle, d'interopérabilité. Voilà. C'est vraiment le but de Solution Center. Et on a de gros partenariats avec Intel et Red Hat historiquement, mais on travaille sur tout un tas d'environnements divers et variés. Voilà ce que j'avais pour vous ce matin. Si vous avez des questions. Vous parliez tout à l'heure de lié à la formation. Oui. Est-ce qu'il y a des formations reconnues, certifiantes sur l'environnement OpenStack? Alors, certifiante sur OpenStack, il y a, je pourrais vous donner de l'information. J'ai de l'information en fait, mais je ne l'ai pas en tête. Je sais qu'il y a il existe un organisme aujourd'hui qui donne une sorte de diplôme, ou une sorte de certification suite à des formations OpenStack, qui a l'air d'être reconnu par différents acteurs, qui a une certaine valeur, on va dire, sur le marché. Après, vous avez des acteurs comme Red Hat qui va faire des certifications sur sa plateforme OpenStack. Nous, on va faire des certifications, des formations et des certifications sur leur plateforme OpenStack. On fait la même chose, SUSE fait la même chose, Mirantis fait la même chose. Donc tous les acteurs qui ont une distribution OpenStack, en général, ont des services de formation, ont des services de déploiement, des delivery, de formation. Et souvent, cette formation, elle donne lieu à une certification. Pour certains acteurs, pas nécessairement tous, mais pour la plupart des acteurs, ça donne lieu à une certification, mais donc qui est liée à cette distribution. Après, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme Linux. Si vous êtes certifié sur RHEL, sur Red Hat Enterprise Linux, c'est une connaissance globale d'un système Linux qui est plutôt bonne. Alors, vous n'aurez peut-être pas votre certification SUSE du premier coup, mais vous en serez pas loin, quoi. C'est-à-dire que bouger d'une distribution de Linux à une autre, il y a des différences, notamment dans le secteur de la sécurité. Red Hat est assez spécifique puisqu'ils ont leur propre système qu'ils développent beaucoup, qui n'est pas adopté par beaucoup d'autres distributions. Donc, ça les rend un peu spécifiques de ce côté-là. Mais sinon, la plupart du jeu d'outillage reste le même d'une distribution Linux à une autre. Pour OpenStack, c'est à peu près pareil. D'une distribution OpenStack à une autre, vous avez toujours Nova, toujours Cinder, toujours Glance, toujours etc. etc. Les composants, les 6-7 composants de base sont toujours là. Après, ça joue sur la manière de les agencer. Les composants additionnel, puisque maintenant la Big Tent, comme ils l'appellent, est devenue assez large. Donc Freezer, par exemple, nous on le met chez nous, mais Red Hat l'a pas dans sa distribution aujourd'hui, puisqu'il vient d'être mis dans la Big Tent. Donc nous on avait de l'avance parce qu'on le développe. Eux, il va leur falloir un peu de temps s'ils le veulent pour pouvoir l'intégrer. Donc voilà, on va avoir quelques petits différentiels d'une distribution à une autre. Maintenant, pour OpenStack, ce qui est vraiment très important à comprendre, c'est ces 7 composants de base, parce que c'est vraiment ceux-là sur lesquels tout repose sur le fonctionnement de l'OpenStack, la gestion des VM, la gestion du stockage, la gestion du réseau et les authentifications, la sécurité. Donc une fois qu'on a une vision de ces 7 composants-là, qu'on comprend comment ça fonctionne, passer d'une distribution à une autre est moins capital. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un CV, on n'en est pas au stade où avoir être estampillé, certifié OpenStack par tel organisme fait plus de crédit qu'autre chose. Donc si vous faites une certification chez Red Hat, par exemple, parce qu'ils ont un système de certification qui est assez bien en place, et que vous faites estampiller par Red Hat, le marché le reconnaîtra comme une connaissance d'OpenStack globale, pas uniquement liée à la distribution Red Hat. Évidemment, il y aura une préférence sur la distribution Red Hat, mais globalement, vous aurez une compétence OpenStack qui sera reconnue. Bon, et puis nous, on travaille donc avec les écoles. Donc il y a eu des essais en région parisienne, on a été impliqué avec l'école centrale de Paris. Donc nous on travaille avec l'ENSIMAG au niveau de Grenoble. Donc on essaye un petit peu de faire ça en place. Sur Grenoble, on voudrait essayer de l'étendre à donc le cycle de formation que l'on fait. On aimerait essayer de le rendre accessible aussi à des entreprises locales. Et donc on n'en est pas encore à regarder l'aspect certification, mais je sais qu'il y a des organismes qui se positionnent sur cette certification OpenStack de manière neutre. Donc ce sont des choses qui vont arriver, puis il y a une demande parce qu'il y a un marché aujourd'hui qui commence à s'étendre de manière importante. Bon, déjà, si vous mettez OpenStack dans votre CV, vous êtes contacté par 3-4 personnes dans la foulée le jour qui suit. Donc ça fait partie des choses aujourd'hui qui ont beaucoup le vent en poupe. Les deux keywords, là, si vous rajoutez Docker, alors là, c'est juste merveilleux. Là. Vous êtes le mouton à 5 pattes qu'il faut absolument avoir. Quoi. C'est ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour avoir assisté à cette session, puis bonne continuation du Paris Open Source Summit.